Donc là maintenant nous allons aborder la dernière conférence de la journée. Donc celle-ci va traiter d'un vaste sujet en fait qui suscite encore beaucoup de réactions et quelques débats. Donc il s'agit des big data. Donc notre conférence s'intitule Big Data, entre mythe et réalité, que peut-on réellement faire aujourd'hui ? L'objectif de la conférence sera d'abord de vous rappeler en fait une définition de ce que sont les big data et de ce qu'elles ne sont pas, puis de comprendre à travers une introduction au modèle d'analyse descriptive et prédictif comment on peut les traiter. Et enfin, on aura l'intervention de 2 entreprises qui aujourd'hui utilisent les big data, donc ça nous permettra d'avoir des exemples d'applications concrètes. Donc en tant qu'intervenant, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Olivier Grisel. Voilà. Donc, Monsieur Grisel, en fait, est un expert en machine learning. Donc, il a une expérience de plus de 10 ans dans les métiers liés au développement d'applications logicielles et à la modélisation prédictive de données. Donc, j'espère que je ne me trompe pas. C'est ça. Nous avons également la chance d'accueillir Monsieur Olivier Marc, qui est cofondateur de la société Advalo, qui est spécialisée dans le data marketing et qui nous montrera également un exemple d'application en fait, de solutions marketing multicanal. Et enfin, M. Christophe Courtois, qui est fondateur de la société Sûreté Globale, et une société qui a notamment, enfin il nous présentera beaucoup de choses, qui a notamment développé en fait une application qui s'appelle Map Révélation, qui est en fait un logiciel d'analyse et de prédiction spatio-temporelle que l'on utilise en fait en géomarketing ou encore en sécurité. Donc la conférence va s'articuler de la façon suivante. Donc chaque intervenant aura à peu près un temps de parole de 20 minutes. Et ensuite, je vous propose de garder en fait vos questions pour la fin. On aura un quart d'heure de questions-réponses. Donc on fera passer un micro dans l'assistance. Et donc normalement c'est Damien. Donc Juliane peut-être nous passera le micro. donc voilà, n'hésitez pas à garder vos questions et intervenir ensuite. Donc pour démarrer, je laisse la parole à Monsieur Grisel. Bonjour à tous. Je vais me mettre un petit peu sur le côté pour pas être dans le champ. Voilà. Voilà. Donc le sujet de cette présentation, c'est de vous parler un petit peu du buzzword Big Data. Et je vais vous donner un petit peu plus mon axe personnel qui va se focaliser sur la modélisation statistique prédictive de données. Donc quelques mots sur moi. Donc je suis ingénieur logiciel dans une équipe de recherche à INRIA qui fait de la recherche sur le cerveau en utilisant des données de scanner IRM pour essayer de comprendre la structure des activités du cerveau. Et pour faire ça, on utilise des modèles statistiques et on a notamment développé une librairie open source qui implémente des modèles statistiques d'analyse de données qui s'appelle scikit-learn, qui est une librairie développée en Python, qui est maintenant utilisée dans plein d'autres domaines par plein de startups, Airbnb, Spotify ou plein d'autres choses, pour analyser leurs données qui n'ont rien à voir avec le cerveau, mais c'est les mêmes modèles mathématiques qui sont utilisés dans tous ces cas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Big Data et on va commencer par la définition un peu buzzword de Big Data. Enfin, on va voir un petit peu quels sont les abus. Donc c'était un buzzword, c'était plutôt pour 2012, hein, maintenant c'est déjà un peu passé. Mais bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc en 2012 il y a eu l'élection de Barack Obama et Nate Silver, qui est un statisticien qui à l'époque était blogueur au New York Times, avait fait un modèle statistique en se basant sur les données de sondage et avait réussi à prédire le résultat de toutes les élections dans les 50 États aux États-Unis. Et donc ça a été repris beaucoup dans les médias et plein de journalistes ont parlé de Big Data dans ce cas-là. Si on regarde un petit peu ce qu'a fait Nate Silver, là il y a un autre statisticien qui a réimplémenté le modèle pour vérifier qu'il était capable d'avoir les mêmes résultats, il a réussi à reproduire. Il a utilisé les mêmes données que Nate Silver et si on regarde, c'était 200 kilooctets de données. Donc là, appeler ça du Big Data, c'est peut-être un petit peu un abus puisque ça fait même pas 15% d'une disquette 3 pouces et demi. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça ici, une disquette 3 pouces et demi. Bon voilà. Plus récemment, il y a la réforme des régions en France et il y a une start-up qui s'appelle Data Publica qui s'intéresse à tout ce qui est données publiques, qui a utilisé des données publiques sur les trajets quotidiens entre les personnes qui habitent dans des départements et qui vont travailler dans un autre département pour mesurer la corrélation économique entre des paires de départements adjacents, pour ensuite proposer une réforme automatique, on va dire, qui aurait un sens d'un point de vue économique. Donc ils ont fait une petite application qui est basée sur ces données-là. On choisit le nombre de régions qu'on veut obtenir et ça va nous générer un découpage optimal entre guillemets suivant ce critère-là.
Donc ça aussi, ça fait un peu de buzz. Donc là, il y a un journaliste du Monde qui a décrit l'application. Et là encore, il a parlé de big data. Si on regarde derrière les données qui ont été utilisées, c'était des données de l'INSEE, c'était du recensement. Recensement de la population. Et là, c'était un fichier Excel de 1,7 mégaoctets de données, donc 2 disquettes. Mais bon, voilà. Donc Big Data, il faut bien le dissocier, c'est un problème d'ingénierie qui est lié à la volumétrie des données. Alors que là, les journalistes, ce qui les intéressait, c'était le côté arriver à utiliser les données pour faire quelque chose d'intelligent et anticiper un peu le futur, prédire quelque chose, donc prédire un découpage des régions plus intelligent, ou alors prédire les résultats des élections présidentielles américaines. Une autre distinction qu'on peut faire, c'est les deux types de statistiques qu'on peut utiliser pour deux familles d'outils statistiques qu'on peut utiliser pour extraire de la valeur des données, qui sont les modélisations prédictives d'un côté et les modélisations descriptives de l'autre. Donc le but de cette présentation, c'est de vous un peu plus donner concrètement qu'est-ce que c'est que le Big Data, de vous parler de la modélisation prédictive et de la contraster avec les analyses descriptives auxquelles vous êtes peut-être plus habitués. Donc qu'est-ce que veut dire Big dans Big Data ? Si on regarde la définition de Wikipédia, c'est à partir du moment où on a atteint un volume de données tel que les méthodes traditionnelles commencent à avoir des problèmes. On ne peut plus utiliser les méthodes traditionnelles d'analyse de données ou de traitement de données. Donc typiquement, quand on a des données qui tiennent dans une feuille Excel ou qui tiennent en RAM, c'est-à-dire inférieur à 10 gigas de RAM sur un disque dur, sur un laptop, c'est pas un problème, on peut pas dire que c'est du big data. Si on utilise un système de base de données traditionnel comme PostgreSQL ou Oracle sur une seule machine, c'est pas du big data, c'est juste de l'analyse de données comme on faisait autrefois, quoi. Là où on voit la frontière, c'est quand on a un volume d'un téraoctet de données, par exemple, ça remplit quasiment un disque dur actuellement. Et si on veut lire séquentiellement toutes les données qui sont sur un disque dur à la vitesse maximale actuelle, ça va prendre quelques heures. Donc là, on a déjà des traitements qui commencent à être plus longs et pour lesquels les méthodes traditionnelles vont commencer à être fastidieuses, on va dire. Donc l'exemple canonique qui a fait émerger le terme de big data, c'était le besoin de Google d'indexer le web en entier, tout le texte de tout Internet, de toutes les pages web, de construire un index inversé pour pouvoir faire des requêtes rapidement dessus. Donc là, si on prend toutes les pages Internet, il y en a plusieurs milliards, on peut arriver très rapidement à l'ordre de la centaine de téraoctets juste pour le texte, sans les images. Si on veut lire séquentiellement, si on stocke ça sur des disques durs, sur une centaine de disques durs et qu'on les lit les uns à la suite des autres, ça va en prendre plus de 10 jours juste pour lire une seule fois toutes les données. Donc là, Google ne pouvait pas attendre 10 jours à chaque fois qu'ils voulaient mettre à jour leur index. Donc très rapidement, ils ont dû faire des nouvelles architectures et c'est pour ça qu'on a parlé de Big Data. Juste pour un ordre de grandeur, si on prend aussi les images pour Internet, ça fait de l'ordre de 10 pétaoctets de données. Donc là, on arrive vraiment sur des gros volumes. Un péta, c'est un millier de téra. Donc ça commence à faire 10 000 disques durs, grosso modo. Donc ça va faire une grande pièce avec de la climatisation et tout ça. Ça ne tient plus du tout dans un ordinateur. Donc Google, pour pouvoir traiter ces volumes-là, a mis en place des nouvelles architectures. Donc ça, c'est le papier de 2004 de Jeff Dean sur MapReduce, qui a été un moyen d'optimiser la manière dont on lisait les données des disques durs, puisque là, on va envoyer du traitement partout là où il y a des données, et faire de ce traitement en parallèle, et surtout paralléliser l'accès aux disques durs. Donc là, c'est vraiment utile quand on a ce genre d'échelle. Mais c'est vraiment un problème d'ingénierie qui se pose de plus en plus quand on a des données. Donc là, il y a d'autres exemples qui peuvent poser ce problème d'ingénierie. Si on a un opérateur téléphonique et qu'on enregistre toutes les données de location GSM de tous les téléphones, par exemple un téléphone passe d'une antenne à une autre, on veut savoir si on veut envoyer un SMS, à quelle antenne il faut l'envoyer. Là, on peut enregistrer toutes ces données-là, et si on veut les traiter ensuite, on va avoir des problèmes de big data, puisque là, on a vraiment des milliers de points par téléphone par jour pour des millions de téléphones, donc ça commence à faire des gros chiffres. Si on a un système de grande distribution qui va enregistrer toutes les transactions commerciales pour chacun de ses clients, pour chacun de ses points de vente par jour et sur plusieurs années, là aussi on commence à avoir des gros volumes. On a la même chose sur des gros sites web. Donc à partir du moment où on a des millions d'utilisateurs qui ont des milliers d'interactions par jour et qu'on considère plusieurs années d'historique, on arrive sur ces échelles qu'on appelle big data.
Ce qui n'est pas du big data, c'est tout ce qui est petit. Donc, par exemple, quand on fait un sondage, c'est des données qui sont très intéressantes, qui ont beaucoup de valeur, enfin, qui peuvent potentiellement avoir beaucoup de valeur, mais qui sont vraiment très petites. C'est vraiment du small data. En général, ça coûte très cher d'acquérir un nouveau point. Même si on fait un recensement de la population, un pays comme la France, c'est quelques dizaines de millions d'habitants. C'est tout petit, ça tient sur une disquette, donc c'est vraiment pas big data. Si on fait toutes les transactions commerciales, les transactions immobilières, à l'échelle d'un pays, en fait, on ne vend pas si souvent que ça son appartement ou sa maison, et donc ça reste des volumes de données relativement faibles. Donc tout ce qui est données publiques qu'on peut télécharger sur Internet, par définition, c'est pas big, puisqu'on peut le télécharger. Donc non, si c'était big, ça prendrait des mois ou des années juste à télécharger. Donc voilà un petit peu pour caler les ordres de grandeur. Maintenant, je voudrais plus vous parler de en quoi on peut tirer de la valeur de ces données. Et le moyen qui est à la mode en ce moment et qui a tendance à poser des problèmes de transition à certaines organisations, c'est l'intégration de ce qu'on appelle le machine learning en anglais, ou la modélisation prédictive, ou l'apprentissage statistique en français. Donc prenons un exemple. Si on est une agence immobilière, qu'on a un historique de transactions, par exemple... c'est un pointeur ça, de transactions de biens immobiliers dans le passé, on peut avoir des descripteurs qui vont décrire chacun de nos appartements dans les colonnes, des descripteurs numériques, et dans les lignes, on a les appartements et on a une colonne particulière qui nous intéresse, c'est le prix de vente du bien immobilier. Donc en statistique, on appelle ça des échantillons, les colonnes des descripteurs, et puis on a une variable cible d'intérêt. Et ce qu'on a envie de faire, c'est quand on a des nouvelles données qui arrivent dans le futur, d'essayer d'exploiter les données de la relation entre la variable cible et les variables d'entrée dans notre historique passé pour anticiper la variable, le prix pour la nouvelle donnée qui vient d'arriver. Donc on va essayer de trouver la structure statistique qui va relier le prix à ces éléments-là dans le passé, des corrélations, des poids, un modèle mathématique, pour ensuite pouvoir faire cette prédiction-là. Donc on peut voir ça comme une alternative à des règles faites par un expert humain qui aurait encodé son expertise, entre guillemets, dans un programme. Sauf que là, on va utiliser les données pour extraire cette expertise-là automatiquement, sans nécessairement passer par un humain. Enfin, il y aura besoin d'un expert statisticien, mais il n'y aura plus besoin d'un expert en immobilier, par exemple. Et le but, c'est de faire que cette prédiction soit automatisable, soit déployable comme un programme qu'on va pouvoir mettre en production. Donc le flot de données qu'on a traditionnellement, c'est qu'on part de notre historique de données. Donc ça peut être des données dans des formats de documents, texte, images, son, ou des transactions dans des bases de données, donc des données structurées. En général, on a une variable cible ou une annotation manuelle qui a été faite. Le boulot du data scientist, ça va être d'extraire des descripteurs numériques qui vont garder une représentation intermédiaire intéressante des données brutes. Et une fois qu'on a cette représentation intermédiaire numérique, on va pouvoir appliquer un algorithme d'apprentissage statistique dessus, qui est complètement générique. Moi, je vous ai dit, je travaille sur le cerveau, mais chez Airbnb, ils travaillent sur la fraude, la détection de la fraude, et ils utilisent potentiellement le même algorithme. Une fois qu'on a exécuté ça, on obtient un modèle, et ce modèle-là, on va le donner aux ingénieurs de production, qui vont le déployer sur les serveurs de production, et pour pouvoir l'exécuter et faire plein de prédictions par seconde par la suite. Donc on peut voir qu'il y a deux familles de statistiques. Ce que je vous ai présenté là, c'est les statistiques prédictives. On voit que ça contraste par rapport au concept de statistique qu'on a pu avoir l'occasion de manipuler dans le passé, où on se focalisait plus sur une description des données. En statistique descriptive, on va plutôt avoir... et on va plutôt essayer de quantifier une évolution, par exemple, des ventes d'un produit en faisant un découpage et une agrégation par jour, par mois, par année ou par région. Et ensuite, on va faire une représentation graphique de cette évolution. Et le but, ça va être de communiquer à un humain, un expert humain, une intuition sur ce qui se passe dans les données, sur le processus qui a généré ces données. Une fois que l'humain a eu cette intuition, grâce notamment à des outils de business intelligence, comme des rapports, des trucs de web analytics, des rapports ou de tableaux de bord, l'humain va avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe et va pouvoir prendre quelques décisions manuelles qui sont potentiellement très impactantes pour son activité, mais il va prendre un faible nombre de décisions qui sont très coûteuses en cas d'échec. Par exemple, choisir d'ouvrir une nouvelle usine de production, choisir de lancer un produit dans un nouveau pays. C'est des décisions très importantes individuellement. Si on fait une erreur, ça peut potentiellement mettre l'organisation en danger.
Donc ça, c'est l'utilisation des données avec des outils de statistiques descriptives pour essayer de comprendre les données et prendre des décisions manuellement. Ce qui a vraiment changé ces derniers temps, c'est que de plus en plus d'organisations se basent sur des statistiques prédictives où on va faire des nouveaux produits où l'humain va sortir de la boucle. Par exemple, Netflix a fait toute une application qui est basée sur la recommandation de films personnalisés en se basant sur l'historique des utilisateurs. Il y a un autre produit qui est par exemple le ciblage publicitaire personnalisé, Google AdSense et ainsi de suite, AdWords. Là, chacun des utilisateurs va être soumis à des publicités qui dépendent de son historique personnel. Le but, ça va être de rendre un service plus attractif pour les utilisateurs, ou plus profitable pour celui qui fait l'opération de ce service. Et la grande distinction qu'on a avec le modèle précédent, c'est que les décisions vont être individuellement pas très importantes. Et surtout, si on fait une erreur, c'est pas coûteux. Mais par contre, on va prendre plein de décisions en grande quantité parce que c'est des machines qui vont prendre ces décisions-là et qu'elles vont le prendre à une vitesse qu'un humain ne pourrait pas faire. Par exemple, on ne pourrait pas embaucher des humains pour faire des recommandations personnalisées à chacun sur Netflix. Donc c'est un peu ça le changement que plein de gens appellent Big Data, c'est cette bascule vers l'opérationnalisation de l'exploitation des données. Enfin, on peut aussi considérer des modèles mixtes où on va avoir des modèles prédictifs qui vont essayer d'extraire dans la donnée ce qui est normal et ce qui est anormal pour pouvoir ensuite focaliser des experts sur les parties anormales ou les parties plus intéressantes. Ça, c'est notamment utilisé pour la détection de la fraude ou éventuellement pour anticiper l'attrition commerciale, c'est-à-dire quand on a des clients avec un abonnement, on va essayer d'anticiper quels sont les clients qui risquent de résilier leur abonnement dans les mois qui viennent pour les appeler au téléphone et pour les fidéliser plus particulièrement. Donc là, on a des modèles prédictifs, mais il y a quand même des humains qui se basent, qui utilisent les résultats des prédictions pour faire une décision manuelle. Voilà, donc en conclusion, Big Data, initialement, c'était un problème d'ingénierie qui était lié à la volumétrie, et on a tendance à le confondre avec ce qui est impact de l'analyse prédictive des données. On a souvent besoin d'un grand volume de données pour pouvoir faire de l'analyse prédictive, mais pas nécessairement, par exemple pour les prédictions d'élections. Et les statistiques donc, sont en train de basculer. On a toujours besoin de statistiques descriptives pour le pilotage des organisations, mais on voit que de plus en plus d'organisations peuvent aussi utiliser des données sans décision humaine en déployant des modèles en production qui prennent des décisions à grande échelle. Voilà. Ok, donc merci beaucoup pour vos explications sur ce qui est... sur ce que sont les big data et ce qu'elles ne sont pas. Donc maintenant, on va voir un exemple d'application donc avec l'intervention de la société Advalo et donc avec monsieur Olivier Marc. Le monsieur, voilà, ça me rajeunit pas. Et puis pour la personne qui disait qu'à 40 ans on n'est plus curieux, je suis pas d'accord. Hein. Je pense que c'est d'abord un choix personnel d'être curieux ou pas, quel que soit l'âge. On est d'accord, n'est-ce pas ? Enfin, je parle pour ceux qui ont plus de 40 ans. Moi, ça ne me concerne pas encore. Alors, comment est-ce que ça marche ? Je sais pas si je l'ai pas. Hop, voilà. Ah, c'est celui-ci, bonus track. Ah ouais, bah, il y en a beaucoup, désolé. Tac, tac, tac. Alors, je vais me présenter en attendant que les 50 slides... Donc, Olivier Marc, donc je suis le fondateur d'Advalo. Advalo, c'est une jeune start-up créée à Rennes, on va dire début 2014. Précédemment, j'ai commencé chez Google pendant pas mal d'années et j'ai également ensuite fondé une première structure à Lille qui était basée sur la mutualisation de bases de données marketing. Donc l'objectif d'Advalo, c'est de faciliter la convergence en accompagnant des entreprises dans le retail et puis on va dire dans l'e-commerce, de faciliter ou de les accompagner dans leur transformation digitale en les amenant sur une convergence offline-online. Comment faire converger des données qui viennent à la fois de magasins et également des données qui sont collectées sur leur site internet. Voilà en 2 mots pour Advalo.
Alors je vais juste faire un rapide retour en 2010, puisque c'est le début de ma révolution, en tout cas ce que je considère, du moins dans le marketing, comme étant une des dates majeures ou une des évolutions majeures, qui est l'apparition du RTB. Alors c'est un terme un peu technique, je jargonne, vous m'en voudrez pas, dans les bannières publicitaires. Alors qu'est-ce que c'est comme changement que ça? D'abord, qu'est-ce que c'est que le RTB? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de pouvoir mettre une enchère pour afficher une publicité. On parlait des modèles prédictifs qui vont justement permettre en temps réel d'analyser l'intérêt ou pas d'afficher une publicité pour un visiteur sur un site internet. Le RTB dans les bannières publicitaires permet aux annonceurs de prendre la main sur les décisions qui vont être est-ce que je peux afficher ou pas cette publicité à ce visiteur-là? Est-ce que ce visiteur est intéressant? Donc Google finalement ne fait que l'intermédiaire, enfin Google ou en tout cas les acteurs du monde du marché des manières publicitaires ne font que l'intermédiaire entre un visiteur et des annonceurs qui ont justement pour objectif de diffuser leur offre, de commercialiser leurs produits donc en les mettant en avant sur Internet et demain sur la télévision et sur le mobile, etc. Donc aujourd'hui, les annonceurs peuvent décider si le visiteur qui à un instant T visite ce site-là est intéressant pour elle. En quoi c'est une révolution? Et le tout en moins de 200 millisecondes. Il faut être capable de réfléchir très très vite. Et les technologies du big data sont justement là pour permettre ce shift. En quoi c'est important? C'est qu'il y a un annonceur, un consommateur, et une question fondamentale, c'est pour un annonceur, est-ce que ce visiteur-là, à ce moment de vie de ce consommateur, m'intéresse ou pas, ou est-ce que je suis en capacité à pouvoir directement lui offrir une offre qui lui correspond? Donc on est en train de basculer du marketing de masse avec la fameuse ménagère de moins de 50 ans vers aujourd'hui un marketing qui est individualisé. Alors chez Advalo, on présente ça avec l'apparition de deux temps. D'un côté, le temps relationnel et de l'autre côté, le temps transactionnel. Le temps transactionnel, pour nous, c'est le moment où un consommateur est en phase de prendre une décision sur un achat. D'accord ? Avant, pour prendre une analogie, c'est comme si vous rentrez dans un magasin et que le temps de votre visite, vous n'avez pas forcément envie d'être sollicité en permanence par tous les vendeurs pour faire votre choix. Vous souhaitez simplement regarder les produits, etc. Mais au moment où vous avez pris la décision, vous souhaitez avoir justement un accompagnement de la marque pour venir vous appuyer, pour venir conforter votre choix. Donc c'est des phénomènes de réassurance. Donc comment, avec le big data, aujourd'hui, on sait détecter ce moment d'intention et c'est en ce sens que les technologies aujourd'hui, donc on parle d'outils, vont nous permettre de basculer, d'identifier qui est dans un mode relation et qui est plutôt dans un mode à ce moment-là transactionnel, et auquel cas la pression marketing évidemment va varier. On n'est plus sur une logique de dire on diffuse partout, tout le monde, tout le temps. On est sur comment je fais pour communiquer de façon pertinente à un consommateur le moment où il souhaite avoir de l'information de ma part, et le reste du temps, comment je fais pour créer une relation. Donc on va parler de carte de fidélité, enfin à vous derrière d'être les plus créatifs possibles pour justement créer de la valeur autour de la relation entre votre consommateur et votre marque. Et puis derrière, ça va être de la brand awareness. Comment je fais pour que ma marque soit présente à l'esprit, ou du moins quand le moment de vie va commencer à être intéressant pour moi, c'est-à-dire dès que la personne va être en phase de recherche d'informations sur un produit qui est dans mon scope. Donc en termes d'enjeux business, à quoi on va faire référence aujourd'hui? Il y a deux enjeux principaux. C'est d'un point de vue média, comment je fais en tant que marque pour comprendre, comment je fais pour mesurer et optimiser mon mix média en fonction justement des parcours clients. Là, il y a des vrais enjeux de récupération, de collecte de données, et donc il faut être capable de dire qu'est-ce qui s'est passé en magasin, qu'est-ce qui s'est passé sur Internet, en tout cas sur mon pôle de consommateurs, pour être capable de bien comprendre justement les points de contact et les interactions avec les publicités qu'ils ont pu avoir. Et de l'autre côté, donc comment je fais pour améliorer l'expérience globale de mes consommateurs au sein de leur parcours. Là, pareil, on est sur un usage de l'information, puisque c'est aujourd'hui le carburant principal pour faciliter. Par exemple, en fait, en termes d'usage ou d'expérience globale des utilisateurs, il n'y a rien de plus frustrant que d'aller sur un site internet, d'acheter en magasin et de se voir continuer de se voir proposer via Criteo, pour ceux qui connaissent Criteo, en tout cas, du retargeting, c'est-à-dire pendant une semaine, 2 semaines, on va se voir reproposer sur les sites internet les produits qu'on a vus la semaine passée sur un site.
Donc comment du coup on fait pour améliorer la pertinence des offres en fait, qu'on met en place pour le consommateur. Évidemment qu'on parle de parcours omnicanal. Un consommateur, dans sa recherche d'informations, va avoir tendance à... Alors, je suis désolé, on ne voit pas très bien, mais bon, vous êtes aussi bien conscient de tous les enjeux en fait, que l'omnicanalité représente, avec ses différents points de contact sur des supports à la fois physiques et digitaux, évidemment. Et le big data, le principal changement, c'est d'abord et avant tout une révolution qui est culturelle. Il y a des outils qui existent. Il y a des outils qui existent pour traiter le big data, mais dans le big data, il y a d'abord data, et aujourd'hui, la majorité des enseignes avec qui on travaille n'ont pas besoin de rentrer sur des logiques de grosses infrastructures technologiques qui sont censées leur résoudre leurs problématiques. On est d'abord aujourd'hui sur un usage de collecte de données assez simple qui vont permettre ou de mettre en place une dimension réponse déterministe pour les clients, et puis après de rentrer éventuellement dans des logiques prédictives, mais en aucun cas aujourd'hui, pour une grande majorité d'enseignes françaises, le terme de big data est une nécessité. Je parle dans le domaine du marketing. Donc la révolution culturelle, évidemment, puisque les magasins vont de plus en plus avoir comme objectif justement de faciliter la transformation digitale de leur enseigne en amenant le digital en magasin, et cette révolution culturelle passe d'abord par le magasin pour faciliter ou pour accompagner les vendeurs dans justement le fait de dire l'e-commerce c'est pas un concurrent par rapport à moi, au contraire accompagnons le client sur un parcours client global au sein de l'enseigne, et puis en magasin je saurai l'accompagner, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit de toute façon que la recherche d'informations se fait principalement sur internet et l'achat se fait d'abord et avant tout en magasin aujourd'hui encore. Ça c'est pour vous qui étudiez ou qui avez étudié. Évidemment que en tant que marketeur, vous devez d'avoir une bonne compréhension des enjeux technologiques, sans quoi derrière vous n'aurez qu'une vision limitée ou une capacité d'action limitée pour discuter avec les gens qui sont vos quotidiens, c'est-à-dire ou les DSI ou les consultants externes qui ont tendance justement à jargonner. Donc je vous invite fortement à bien comprendre justement les tenants et les aboutissants de ces bases de données, de la collecte des données. Une des difficultés que vous allez rencontrer, c'est évidemment comment créer une vue unique de mon consommateur pour qu'il y ait une connaissance et une reconnaissance client qui s'opère, quel que soit le canal pour lequel je propose. Pour commencer, faites simple, c'est-à-dire qu'on va déterminer avec un identifiant client, avec un numéro de carte de fidélité, avec une adresse email. Ça va déjà vous permettre de résoudre 90% des problématiques quand vous allez constituer votre base de données centralisée. Et puis après, au fur et à mesure, vous pourrez vous baser sur ou une dimension probabiliste ou alors justement venir regarder avec des acteurs comme nous qui savons accompagner dans cette logique d'identification, qui est la pierre triangulaire, qui est le point de départ fondamental pour avoir une cohérence sur l'ensemble des canaux. Les modèles prédictifs, vous en avez, on en a déjà un peu parlé. C'est d'abord pour anticiper les comportements. Encore une fois, pour la majorité des enseignes, une dimension déterministe est, pour commencer, largement suffisante. Quelqu'un qui vient d'abandonner un panier sur un site, a priori, c'est quelqu'un qui a une intention d'achat qui est un peu plus forte que la personne qui vient juste d'arriver sur le site. Et on est dans un écosystème, vous êtes dans un écosystème qui est extrêmement vaste. Quand on pense au nombre de prestataires qui interviennent pour des campagnes marketing, on va parler de SEO, de SEM, d'email, de print, etc. Donc il y a vocation à faire en sorte que vos données soient évidemment collectées pour l'interne, pour l'analyse, mais qui ont vraiment vocation aujourd'hui et surtout demain à être diffusées de plus en plus vers un écosystème. Donc on est vraiment dans une logique de dire j'ai besoin des données pour les transmettre à d'autres qui auront justement cette capacité à mieux diffuser mes offres. Et également donc, vers l'externe, mais aussi vers l'interne. Si je prends une agence immobilière ou un groupe immobilier, plus exactement, le fait qu'un bon prospect visite le site et puis consulte plusieurs fois des pages produits, peut-être que ça peut intéresser le commercial d'avoir cette information de façon à rentrer sur une logique de meilleure connaissance ou de relance appropriée pour éviter les coups de téléphone intempestifs tous les semaines pour savoir où en est le projet. Peut-être justement essayer de basculer sur un mode où cette information vont servir justement à rendre un peu plus cohérent et pertinent les relances des commerciaux.
Donc on n'oublie pas en interne, en externe, en tout cas vers les clients évidemment, mais aussi vers les équipes et les partenaires. Voilà, pour toute question, on attendra tout à l'heure. Oui, merci. Donc merci beaucoup. Donc là, on a vu l'application, un exemple d'application marketing et notamment d'optimisation de stratégie multicanal. Donc maintenant, nous laissons la parole à Monsieur Christophe Courtois de la société Sûreté Globale. Dès que ça marchera. Ouais, ça marchait tout à l'heure. Voilà, c'est bon. C'est bon, ça marche. Alors forcément, ça me le met dans le deuxième. Voilà. Bien, juste un petit mot donc, sur Sûreté Globale. Donc, nous sommes une jeune GUI basée à Angers. Qui investissons depuis fin 2009 plus exactement, plus de 40% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement pour faire de l'analyse et de la prédiction spatio-temporelle. C'est-à-dire que nous, notre spécialité, c'est de regarder les lieux et les moments où se passent des faits et essayer à partir de là de vous les faire comprendre et de les analyser et de les prédire. Nous avons un très fort partenariat avec l'IMA, l'Institut de mathématiques appliquées, qui est à Angers. D'ailleurs, nous allons ouvrir en septembre un diplôme universitaire Géo-Data Scientist, donc avec vraiment cet angle d'attaque autour de la notion de lieu et de moment, qui est une notion assez rare sur le marché, puisqu'on a beaucoup de sociétés qui vont dans cette notion de prédictif, mais plus avec des paramètres, des descripteurs, comme disait tout à l'heure notre collègue, alors que nous avons besoin en fait que de 3 éléments, c'est X, Y, la localisation, et T, le moment où ça s'est produit. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on peut faire avec ça. Notre équipe est une équipe de data scientists, mais pas seulement, et j'attire votre attention de futurs marketeurs dans des services marketing, puisque nos clients sont aussi évidemment des services marketing, plutôt de grosses sociétés. De plus en plus, on voit que les équipes sont mixtes, avec à la fois des informaticiens, des data scientists, des mathématiciens, des statisticiens et des marketeurs, et que tout ça travaille ensemble nécessairement, du fait notamment de cette fameuse révolution dont on parle tant autour des big data. Bon, je passe sur notre historique, mais sachez que notre première vocation, et c'est pour ça qu'on s'appelle Sûreté Globale, a été de prédire des faits délinquants. Typiquement, prédire les cambriolages à Rennes dans les 24 heures qui viennent. Et donc notre premier client, ça a été le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris, pour lequel on a fait beaucoup de choses et qu'on continue évidemment à faire. Ensuite, ça a été les collectivités locales, là plus dans un axe gestion territoriale, et là aussi en prédisant un certain nombre d'éléments, et puis depuis assez peu de temps finalement, parce que ça fait 2 ans qu'on a attaqué ce marché-là, le domaine civil avec là plutôt du géomarketing, soit défensif, type churn, etc., soit offensif, c'est-à-dire où est-ce qu'on va trouver nos nouveaux clients. Et puis fraude évidemment, ça va de soi. 80% des données à peu près dans les entreprises sont liées à une adresse, et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? En réalité, pas grand-chose. Le géomarketing habituel, c'est à peu près ça, c'est-à-dire des points, des correlate, éventuellement ce qu'on appelle des heatmaps, c'est-à-dire des bandes de couleurs du chaud au froid en fonction d'une densité au mètre carré, par exemple, mais ça va guère plus loin. Donc nous avons développé des niveaux de cartographie et de visualisation cartographique beaucoup plus élevés, à base d'algorithmes, évidemment, qui sont adaptés à cette notion géographique. Parce que si vous faites des chaînes de Markov ou des réseaux bayésiens sur du XY, ça ne marchera pas. Et donc il faut s'adapter sur ce plan-là pour pouvoir faire effectivement une liaison avec la notion de cartographie et de lieu et de moment.
Et donc on a toute une industrie en matière de recherche et développement autour de ça. Alors les applications, c'est quoi ? C'est par exemple la lutte contre la délinquance, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, la préfecture de police de Paris, chaque fois qu'elle utilise le logiciel, c'est moins 20% de faits. Alors ça paraît peu, mais finalement c'est du jamais vu dans l'histoire de la police. On est en train de changer la façon de faire la police en France avec des outils comme ça. Autre exemple pour les mutuelles du Mans, où là on va essayer d'augmenter les conversions clients et de trouver des nouveaux clients. On prédit 80% des nouveaux clients. C'est-à-dire que 80% des nouveaux clients sont dans les zones et les hauts moments où on l'a prédit, pour être très précis. Autre exemple aussi pour Orange, par exemple, un certain nombre de choses qu'on a pu faire sur la visualisation des utilisations des antennes GSM sur le territoire et la prédiction des flux, des débits et des utilisations de ces antennes, voire la modification des réseaux pour s'adapter à une demande de services particuliers, etc. Et ça rejoint ce qu'on va sans doute faire pour essayer de faire bientôt. J'ai entendu parler tout à l'heure de câbles, hein, évidemment Numéricable souhaite développer cette activité-là et on va leur donner un coup de main dans ce domaine-là. Un autre exemple pour Devryware, le leader européen de la géolocalisation judiciaire. En clair, un enquêteur qui veut surveiller des terroristes va les mettre sous écoute d'un côté, ça c'est le son, et puis va essayer de récupérer leur géolocalisation à partir de leur portable ou de balises qui sont posées sur leur voiture. Ça fait débat en ce moment avec la nouvelle loi renseignement qui est en discussion. Mais tout ça est collecté à un moment donné, et nous on va ajouter donc la couche d'analyse et de prédiction qui va aller jusqu'à dire ce terroriste-là, vendredi 9h, il sera là. Donc voilà ce type d'application. Donc l'idée en fait c'est de faire parler simplement des données de façon intelligible pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et le tout le plus simplement possible évidemment, puisque les gens à qui c'est destiné ne sont ni géomaticiens, ni statisticiens, ni mathématiciens, ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans un métier donné et qui doivent exploiter ces données pour faire leur boulot. Un petit mot sur le big data, puisque c'est quand même le sujet de la discussion, avant de vous montrer, que je vous montrerai à la fin évidemment comment on fait, mais juste pour dire que finalement le big data c'est pas un nouveau paradigme, ça existe depuis des années. L'exemple type c'est les opérateurs téléphoniques qui collectent énormément de données. Ce qui change, c'est effectivement qu'on est omnicanal, donc il y a une variété de données très vaste, qu'il y a beaucoup de volume. Facebook à lui tout seul génère à peu près 10 terrains par jour de données. Et puis on a cette notion de temps réel aussi qui est importante, ça va très vite. Donc il y a une data mass, on va dire, à traiter qui n'est pas évidente, et si on regarde le volume de données générées aujourd'hui, on dit, alors je ne vais pas les vérifier, c'est un certain nombre de gens, de speakers qui le disent, que 90% des données actuellement disponibles ont été créées cette année. C'est par rapport à l'histoire de l'humanité. Donc vous voyez que cette notion d'exponentialité, elle est tangible et réelle dès maintenant. On crée chaque année plus de données que presque toute l'histoire de l'humanité antérieurement. Alors ça vient évidemment des capteurs qui sont différents aujourd'hui, et notamment on a des données maintenant de partout avec le fameux Internet des données ou les objets connectés, pour parler aussi de choses qui sont dans la mode, qui prennent leur essor maintenant. Tout ce qui est réseaux sociaux qui génèrent aussi évidemment énormément de choses, tout ce qui est téléphonie et smartphone, et puis la notion de cloud aussi maintenant qui prend le dessus et qui génère à chaque fois de plus en plus de données. Donc il y a des données de partout qui viennent à peu près de tout et de n'importe quoi, des futurs sans doute forts, comment dirais-je, fournisseurs de capteurs, ça va être tout ce qui est domotique, enfin tout ce qui est gestion des bâtiments, etc. Et donc la sécurité qui va avec. Et puis dans le domaine du sport, évidemment, on a déjà beaucoup de capteurs et ça n'est pas fini. Vous savez qu'à Angers, on est en train de construire la cité des objets connectés avec des gens comme Wi-Fi. Mais tout ça entraîne des difficultés techniques qui sont aujourd'hui les sujets des grands opérateurs. C'est d'abord l'infrastructure. On a tellement de données, qu'est-ce qu'on en fout, où est-ce qu'on les met, la plomberie, comment elle fonctionne et comment ça va suffisamment vite pour pouvoir
capter tout ça, mettre ça dans un hangar et puis pouvoir l'extraire quand on en a besoin. Donc ça, c'est tous les termes type Hadoop, NoSQL, etc., dont vous entendez sûrement parler de temps en temps, mais qui sont finalement de la tuyauterie, et utiles et importantes, mais qui ne sont que de la tuyauterie. Le vrai problème, c'est qu'une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc il faut la traiter, cette data mass, et il faut la traiter de telle sorte que ça devienne compréhensible pour l'utilisateur. Parce qu'évidemment, quand vous avez des millions de données, si je prends l'exemple d'Orange avec ses antennes GSM, rien qu'en une journée, analyser ça avec le cerveau que nous avons, ça prendrait sans doute plusieurs années. Donc effectivement, il faut des outils informatiques, des algorithmes, des outils de visualisation qui permettent de comprendre ça de façon très rapide. Et donc c'est dans la visualisation, dans le partage et dans l'analyse que le vrai enjeu se fait, plus que finalement aujourd'hui dans l'infrastructure qui coûte cher, qui est difficile à mettre en œuvre, mais qui est aujourd'hui à peu près maîtrisé. Les exemples anciens, effectivement, c'est la téléphonie, les réseaux sociaux, je vous en ai parlé déjà. Les exemples plus nouveaux, c'est tout ce qui est capteur physiologique. Peut-être que notre collègue de l'INRA en parlera mieux que moi, mais connaît sans doute ça mieux que moi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les montres connectées, avec les capteurs ceci, les capteurs cela, les machins pour le vélo, pour la course à pied, le running et tout ce qu'on veut, par l'intermédiaire toujours des données smartphone en plus, tout ça génère énormément de données. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait après ? En plus, c'est sauvegardé dans le cloud, donc disponible pour le fabricant. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? Par exemple, WeFing va en faire un certain nombre de choses, et notamment, si vous allez sur le site de WeFing aujourd'hui, vous verrez une espèce de cartographie d'observatoire de la santé en France, réalisée par ces capteurs. À partir du moment où on sait le nombre de pas que chacun individuellement fait chaque jour, on est capable de dire finalement à Rennes, ils font plus de pas globalement qu'à Angers. Et donc Rennes est plus sportif que Angers. Donc à travers des choses toutes bêtes finalement, on est capable de faire derrière des data viz et des visualisations qui peuvent être tout à fait intéressantes et qui peuvent piloter des actions. C'est-à-dire que si je suis ministre de la Santé et que je me rends compte qu'à Rennes ils sont plus sportifs qu'à Angers, peut-être que c'est à Angers que je vais concentrer mes efforts pour faire un peu plus de sport aux gens. Et donc là, il y a effectivement des choses assez simples à mettre en œuvre et qui peuvent rendre de grands services, à titre public comme à titre privé. Parce que du coup, si je suis fournisseur, si je suis Decathlon, peut-être que j'ai intérêt à m'installer plutôt à Rennes qu'à Angers parce qu'ils sont plus sportifs. Et ainsi de suite. Il y a énormément de possibilités, de capacités. Je vous parlais des capteurs domotiques, évidemment tout ce qui est compteurs intelligents qui sont en train de se mettre en place, soit par ADF, soit par GDF, soit par un certain nombre d'autres fournisseurs, permettent effectivement de faire un certain nombre de choses. On a aussi toutes les données liées à l'e-beacon, nouvelles technologies qui vont permettre de faire des parcours clients dans les magasins eux-mêmes, ou qui vont permettre de faire des choses dans la maison. C'est-à-dire que quand je rentre dans telle pièce, je déclenche telle et telle chose, ou je lance le café du matin parce que c'est 9h le matin et que quand la première personne qui descend l'escalier déclenche la mise en route de la machine à café, par exemple. Donc il y a là aussi beaucoup d'éléments possibles grâce à ces éléments. Et tous ces objets connectés, donc il y en a de plus en plus, on considère qu'en 2020, il y aura à peu près 7 à 8 objets connectés par personne. Donc ça en plus, c'est un vrai marché. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire ? Côté public, analyse globale publique, c'est plutôt vers la Smart City, c'est-à-dire l'optimisation et la gestion du territoire, notamment dans l'environnement, l'énergie, tout ce qu'on peut imaginer autour de ça, mais pas seulement, parce que finalement, si je sais à quelle heure vous allez à votre travail, globalement, sur une ville, peut-être que je vais pouvoir adapter les horaires de transport en commun et faire en sorte que vous ayez un bus au bon moment, au bon endroit, par exemple. Les exemples peuvent se multiplier à l'infini. Et puis évidemment, côté entreprise, c'est la connaissance client qui va être beaucoup plus fine et beaucoup plus rapide, qui va permettre effectivement de faire un certain nombre de choses, et notamment d'adapter une offre à une autre. Donc en gros, les big data, ils vont permettre de faire ce qu'on appelle
pourrait appeler du smart data, c'est-à-dire les transformer de sorte qu'il soit possible de les comprendre. De faire du data driven, c'est-à-dire de piloter aussi des activités. De faire ce qu'on appelle aussi, qui est une branche importante, de data vis, c'est-à-dire tout ce qui est visualisation de ces données-là d'une forme telle que ce soit compréhensible par un être humain normal, donc soit des cartes, soit des charts, soit des infographies, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, dernier gros volet important, c'est tout ce qui est scoring, et dont le prédictif évidemment, qui va permettre de faire un certain nombre de choses par rapport à ça. Alors qu'est-ce que ça donne en final avec un outil comme Map Révélation? Je vais vous montrer tout de suite 2 exemples tout bêtes. Vous avez ici une carte qui a été réalisée à partir de nos algorithmes évidemment, qui sont un peu particuliers et liés à la notion de cartographie. La carte ne s'affiche pas. Alors où suis-je? Ressortir en écran cloné. Ça devrait être mieux. Voilà. Donc voilà une carte là, donc, qui a été réalisée à partir de l'historique des déménagements des clients GDF Suez sur la ville d'Angers, là en l'occurrence. Et donc cette carte-là nous dit clairement, voilà, le prochain mois de janvier, voilà où vont se situer les déménagements à Angers. Alors, comme on l'a fait sur des données qui ont 4 ans, enfin sur 3 ans, mais qui sont à N-4, on sait ce qui s'est passé l'année N. Donc voilà ce qui s'est passé effectivement l'année où cette carte prédisait les déménagements. Donc nos scores, ils sont très simples. Pour ce qui concerne GDF Suez, on prédit le churn, c'est-à-dire les clients qui résilient les contrats, surtout avec les problématiques que vous connaissez des réglementations de l'énergie. On prédit les nouveaux clients électricité, puisque GDF veut développer cette activité-là aussi, et on prédit les déménagements. En ce qui concerne le churn, on prédit à peu près 80% des clients qui vont avoir une perte dans la semaine. En ce qui concerne le déménagement, c'est 93% en moyenne, au mois le mois. Et en ce qui concerne les nouveaux clients, c'est à peu près 80% aussi, à une vision de moins d'une semaine. Donc évidemment, ce sont des outils qui sont extrêmement puissants et qui permettent de piloter des actions commerciales, des actions de fidélisation, des actions de... Là, en l'occurrence, pour les déménagements, c'est en termes de réseau et d'organisation du réseau et en termes de techniciens aussi pour accompagner ces déménagements d'un lieu à l'autre et garder son client si possible pendant le transfert, etc., etc. Donc ce sont des outils extrêmement puissants. Alors comment ça marche? De façon très simple, Là, on va passer sur un autre type de prédiction. On est sur la région de Nice. J'ai récupéré les cambriolages de locaux d'habitation en 2012. Donc j'ai eu sur 4 mois à peu près 218 cambriolages. Alors effectivement, on n'est pas sur des big data, mais... C'est le même principe quand on travaille sur la France, par exemple sur les... Alors ça... Donc là, je vais enlever ça. Ça, c'était en fait les cambriolages effectifs. À partir de ces cambriolages, je viens de générer la carte des prédictions. Et ce qu'on va faire, puisqu'on était en 2012, c'est qu'on va voir ce qui s'est passé effectivement en 2012. Quand on fait ça sur la DDSP de Lyon, la Direction départementale de la sécurité publique de Lyon par exemple, on prédit les dates et lieux, enfin on prédit 80% des cambriolages qui vont avoir lieu dans les 24 heures. Donc là, je vais prendre en gros la première semaine, puisque j'ai fait une prédiction à partir des données de janvier à avril, c'est donc aujourd'hui, nous sommes le 1er. Et donc voilà où ont eu lieu
effectivement les éléments. Donc vous voyez que suivant les moments, suivant les endroits, alors en fait je pense que c'est lié au fait que j'ai dû inclure un week-end, vous voyez. Donc en fait il aurait fallu que je prenne jusqu'au 5. Voilà. Il y a des différences pour les cambriolages, vous avez des différences sur les week-ends qui ne se passent pas de la même façon que les semaines. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire avec des big data ou des moins big data. Mais ça permet effectivement d'avoir une vision prédictive assez intéressante qui vont permettre derrière de prendre de vraies décisions et d'aller presque jusqu'à l'automatisation d'un certain nombre de décisions. C'est le cas dans le web, lors de propositions automatiques d'offres, etc. Mais ça peut l'être aussi en termes de management des équipes commerciales, en termes de déclenchement d'offres particulières ou de fidélisation comme c'est là, ou en termes de pilotage des forces de police au jour le jour et de façon précise pour pouvoir lutter contre des phénomènes X ou Y. Autre exemple aussi qu'on est en train de mener, c'est pour Malakoff Médéric sur les notions de prise de rendez-vous par téléphone. Quand on utilise ce type d'outils, quand on score des prospects en fonction de l'historique des rendez-vous acceptés, on va tripler les rendements de campagne téléphonique par exemple. Évidemment, x3 en termes de rendement, c'est en général x3 en termes de chiffre d'affaires si les commerciaux font bien leur travail. Et ça a quand même une incidence très grande dans le quotidien des entreprises. Voilà. Ok, merci. Donc merci pour vos interventions. Donc maintenant on va faire place aux questions. Donc si des personnes ont des questions, n'hésitez pas à lever la main et on va passer le micro. Oui. Bonjour. D'abord, merci à tous les intervenants et puis au master qui a trouvé les intervenants parce que c'était très intéressant. Ma question est plutôt pour Olivier du coup de Advalo au niveau de tout ce qui est omnicanal. On voit que les grands groupes, c'est la priorité du moment, on va dire en termes de data, c'est tout ce qui est omnicanal. Il n'y a pas trop de soucis au niveau des canaux web avec tout ce qui est publicité, CRM, etc. On arrive souvent à faire des choses intéressantes. Le problème est surtout sur le offline et la recherche d'un ID unique pour des consommateurs. Par exemple, la personne qui va dans une boutique Orange ou des choses comme ça, on n'arrive pas forcément à tracer qui est cette personne. On voit qu'ils mettent en place des nouveaux systèmes de prise on va dire d'accueil avec justement savoir qui est la personne, etc. pour après faire des choses un peu plus poussées. Mais quelle est votre méthodologie vous pour justement trouver en fait un peu cet ID unique et ce Graal pour tous les commerçants? Déjà la méthodologie, c'est déjà d'identifier quelles sont les données qui sont à disposition. Donc c'est vrai que l'identification off-on, c'est un des enjeux. Aujourd'hui, on n'a pas encore de technologie qui soit suffisamment exhaustive pour récupérer l'ensemble des données qui se passent en magasin. C'est d'abord donc du fait ou des cartes de fidélité ou en tout cas des actions des commerciaux ou des vendeurs sur site de façon à pouvoir consolider ou en tout cas à pouvoir enregistrer. Les méthodologies qu'on utilise, elles sont à la fois déterministes, c'est-à-dire si une personne est reconnue à travers son adresse postale par exemple, c'est évident qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin. Après on va rentrer dans des logiques plus probabilistes qui vont s'appuyer sur donc, de la volumétrie d'informations mais avec un risque d'erreur qui est en fonction de la volumétrie ou en tout cas de la qualité des données qu'on va être en mesure de récupérer. Donc c'est c'est pas une science exacte et puis on est au début de l'histoire. En tout cas, dans ce rapprochement-là. Mais c'est un des enjeux, effectivement, dans toutes les logiques d'attribution, notamment, d'essayer d'identifier si j'ai fait mon mix média correctement ou si, au contraire, le fait d'avoir fait plus de search ou plus de, des publicités sur la télévision vont m'amener du monde en magasin. Mais c'est un des enjeux. Aujourd'hui, entre guillemets, on a des méthodologies
qui sont faites avec les données qu'on est en capacité aujourd'hui de récupérer. D'accord, merci. Une petite juste dernière question, du coup peut-être plus haut pour les deux extrémités de la salle. Concernant le temps de mise en place de projets Big Data, on le voit avec par exemple tout ce qui est cambriolage, etc. Je pense que la récolte de données est très longue et quand on fait de l'analyse prédictive, on aimerait bien avoir le résultat avant on aimerait bien avoir la prédiction avant que l'événement se passe. Donc combien de temps vous mettez à peu près à avoir des projets comme cela pour que ça fonctionne ? Alors, sur le temps technique, en réalité, la plupart du temps, ces données-là existent déjà. Donc là, en l'occurrence, c'est un transfert d'un entrepôt vers un autre, plus adapté, plus grand, plus rapide. Mais en réalité, ça peut se faire très très vite. Ma prévélation, elle est opérationnelle en quelques heures. Après, effectivement, le fait d'avoir une intégration complète de la chaîne du capteur, que ce soit un magasin, une caisse, un smartphone ou un CRM habituel, vers l'entrepôt qui va bien pour qu'on puisse aller l'interroger et faire nos cartes, ça c'est plus un travail d'intégration informatique, on va dire, et ça peut être plus ou moins long en fonction des fluidités internes à l'entreprise auquel on s'adresse. On a des cas où ça a été quasiment instantané, quand je dis instantané dans la journée, on va dire, et puis des cas où c'est un peu plus lourd parce qu'il y a une DSI qui intervient avec des critères extrêmement précis et que tout ça doit se mettre en place de façon professionnelle. Donc, bon, en moins d'un mois, en tout cas, on est capable de faire une intégration globale de l'ensemble de ces éléments et pour pouvoir travailler à une échelle qui est une échelle d'entreprise type France Télécom ou Orange ou SFR ou GDF Suez, par exemple. Donc ça, c'est possible. C'est possible. Après, il y a les freins internes classiques d'un projet informatique. Mais c'est pas là qu'est le problème. En réalité, le problème, c'est plus de dire de quel type de données j'ai besoin pour faire telle chose. Et là, effectivement, on manque d'abord de compétences. Donc il y a toute une phase d'évangélisation et de formation des équipes, qu'elles soient marketing ou pas d'ailleurs, sur cette notion-là, qui est peut-être quand même fondamentale et qui n'est pas si évidente que ça. Je vous parlais d'expériences qu'on a, nous, à GDF Suez, à Orange ou à SFR, qui ne sont quand même pas des petites boîtes et qui, en termes marketing, ne sont pas les derniers venus, mais où on a eu vraiment de grandes surprises sur leur appréhension de ce genre de problématiques. Parce qu'en réalité, ils ne s'étaient jamais effectivement posé la question, ils ne savent pas jusqu'où on peut aller avec ces outils-là, donc il y a une interrogation quand même, qu'est-ce qu'il me faut pour faire telle chose, et ça c'est aujourd'hui ce qu'on vit. Donc ça viendra, il y aura des équipes de plus en plus compétentes et de plus en plus pertinentes sur qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, mais c'est encore très récent. Je vois qu'on a une question sur Twitter. Au fait, le Big Data peut-il prédire le résultat du FC Nantes versus Stade Rennais ce soir? Big Data, non, il n'y a pas besoin. Je pense qu'un spécialiste des réseaux bayésiens, par exemple, pourrait faire des choses assez intéressantes avec ça. C'est un problématique, ça a l'air de rien, mais c'est une problématique qui se pose par exemple à la Française des Jeux et à tous les paris sportifs d'une façon générale, c'est qu'on peut assez bien modéliser les problématiques de ce genre. Le PMU aussi. Donc juste pour rester sur le principe de l'apprentissage, c'est plus une question peut-être académique. Où est la frontière aujourd'hui entre un algorithme de type machine learning qui a besoin d'apprendre pour prédire et une intelligence complètement artificielle qui gagnera en autonomie? Est-ce que c'est une limite académique, intellectuelle, technique? Où on en est là? Tous les algorithmes dont j'ai parlé, donc qui rentrent de ce qu'on appelle la classe de l'apprentissage statistique ou machine learning en anglais, on peut les voir comme étant une brique de base du domaine de l'intelligence artificielle, sachant qu'une intelligence artificielle réelle, ça n'existe pas encore. Donc les algorithmes de machine learning d'apprentissage statistique, ils sont utiles en tant que tels pour un domaine très spécifique, par exemple pour cibler une pub, prédire le taux de probabilité que tel utilisateur va cliquer à tel moment.
mais ils n'ont pas du tout vocation à être autonomes. Enfin, les développeurs de ces algorithmes n'essayent pas de les rendre autonomes. Par contre, c'est vrai que ces mêmes algorithmes sont utilisés par les gens qui font de la recherche en intelligence artificielle et qui ont pour but de faire des agents plus ou moins autonomes. Et c'est vrai que c'est souvent les mêmes algorithmes mathématiques qui sont utilisés en dessous, mais c'est des briques de base. Un algorithme tout seul ne va pas arriver à faire l'ensemble. Enfin, peut-être, mais on ne sait pas encore. Moi, j'avais une question. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué à plusieurs reprises l'importance des compétences. Est-ce que la France est bien placée dans cette révolution des big data et donc par rapport aux promesses des big data? Est-ce qu'on forme des gens pour ces enjeux en matière de big data? Et quel est pour vous le bon profil pour justement se positionner dans cette révolution des big data? Alors je vais te donner mon point de vue basé sur mon expérience en tant que développeur d'un projet open source qui est utilisé par beaucoup de gens qui sont des data scientists. Donc effectivement en France on a un avantage, c'est que la formation supérieure est très bonne, surtout en informatique, à la fois en informatique et en mathématiques et en statistique, qui est souvent les deux compétences qui sont les plus recherchées, et le croisement de ces deux compétences-là qui est le plus rare à trouver. Et donc il y a beaucoup d'ingénieurs français qui sont très bien reconnus et qui s'exportent à l'étranger parce que c'est en grande demande. Par contre, ce qui manque un peu, mais qui est en train de changer dans les années plus récentes, c'est l'équivalent de l'écosystème qui existe dans la Silicon Valley notamment, où on a la capacité de faire émerger des entreprises très innovantes très rapidement parce qu'il y a des gros capitaux qui peuvent investir et monter une équipe rapidement et sortir un produit en quelques années qui a un impact mondial. Ça, c'est vrai qu'en France, jusqu'à peu, ça n'existait pas. On avait notamment dans le problème de l'informatique en France pendant des années, c'était que c'était une industrie très axée sur les services. Donc on avait plein de consultants ou de SS2I, mais ça ne favorisait pas l'émergence d'une expertise, puisque la voie de progression normale, c'était d'évoluer vers une hiérarchie du management, plutôt que de creuser une expertise très technique dans un domaine, comme ça pourrait être le cas aux États-Unis, où on a plus de sociétés qui font des produits qui ont vocation à avoir un impact mondial, plutôt que de vendre du service récurrent. Ça, c'est en train de changer, j'ai l'impression. Notamment, on le voit comme ici, il y a une activité de start-up qui est en train d'émerger un peu partout en France. Enfin, c'est quelque chose qui est récent, que le fait de travailler dans une start-up, ce soit quelque chose d'envisagé par les étudiants, alors qu'autrefois, on visait un grand groupe et une place un peu fixe, on va dire. Et puis voilà, quoi. J'ai l'impression que les mentalités changent, quoi. Moi, je vais donner mon point de vue et aussi celui de l'IMA, puisque je suis co-directeur du fameux diplôme universitaire dont on parlait tout à l'heure. Je pense très sincèrement qu'en France, nous avons parmi les meilleurs mathématiciens au monde. L'IMA produit des actuaires, produit des mathématiciens, des logisticiens qui sont de très haut niveau. C'est pas les seuls. En France, on a une vraie colonne vertébrale mathématique, statistique très intéressante, et mathématiques appliquées, c'est-à-dire aussi traduit dans le réel de l'informatique, ce qui est rare aussi. En général, les mathématiques, vous avez les vrais matheux qui sont un peu dans les limbes, et puis la vraie vie qui est un peu détachée. Ce n'est pas le cas en France. Et d'ailleurs, vous parliez de la Silicon Valley, de nombreux informaticiens et mathématiciens français travaillent à la Silicon Valley et sont très bien reçus et très bien vus, notamment par les startups américaines. Là où on manque sans doute de compétences, c'est dans deux autres branches. Et là, pour le coup, tout ce qui est infrastructure, tuyauterie, dont je parlais tout à l'heure en big data, on n'a pas grand-chose. C'est-à-dire les spécialistes Hadoop, les spécialistes NoSQL, des choses comme ça, qui sont des techniques et des technologies particulières propres à ce type de données. On est encore en manque. Et c'est aujourd'hui un des sujets pour un certain nombre d'instituts de formation informatique et autres. Et là où on est encore plus en manque, et là je suis désolé de le dire ici, mais j'espère que vous allez justement prendre cette voie-là, c'est de marketeurs capables d'utiliser tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tradition marketing française est plutôt une tradition grande distribution. On arrose tout, on parle de marque, on parle de...
assez peu de distinction finalement dans la cible. Or, la révolution dont on vient de vous parler depuis le début de cette intervention, c'est qu'on va arriver à du one-to-one. Et ça change tout dans l'approche. Et ce changement-là, il n'est pas encore bien perçu dans les équipes marketing qu'on connaît, en tout cas. Y compris dans les grandes boîtes, y compris dans la grande distribution, y compris... Alors là, ceux qui ont fait plus tôt leur évolution vers le e-commerce, ils sont, eux, un peu plus en avance que les autres, parce que le e-commerce génère beaucoup de données, et donc ils se sont dit il faut exploiter ça, et on est arrivé effectivement à tout ce qui est prédiction d'offres et système automatique. Donc eux sont plus en avance, mais finalement c'est pas tant que ça sur le marché des entreprises françaises, quoi. Et donc il y a besoin maintenant dans tous les secteurs de l'entreprise d'avoir des marketeurs capables de prendre en compte tout ça et de trouver des nouvelles idées de marketing qui soient plus one-to-one avec les outils dont on dispose. Parce que je vous parlais tout à l'heure des capteurs, mais évidemment que les capteurs, ils ne font pas que capter, ils peuvent émettre aussi. Et demain, on est déjà plus ou moins capable de le faire, mais on le sera de plus en plus. La capacité de recevoir un SMS d'offre parce que vous êtes passé à 30 mètres d'un magasin qui fait une opération promotionnelle à moins 10% entre midi et 2h, ce sera le quotidien. Ce sera le quotidien. Et donc ça, il va falloir vraiment faire beaucoup d'efforts dans ce domaine-là parce que d'autres le feront à votre place. Okay. Merci. Je vais juste compléter un mot. Effectivement, on a besoin de gens qui savent poser la bonne question ou les bonnes questions. Et on a aussi besoin d'une évolution structurelle dans l'organisation des entreprises. Comment on fait pour gérer l'innovation? Comment on fait pour gérer la créativité au sein des sociétés? Comment on fait pour se laisser du temps pour aussi tester et apprendre dans ces logiques-là? Donc c'est et des compétences et aussi une organisation qui doit favoriser justement la mise en place de toutes ces initiatives Big Data et de rentrer dans des logiques de test and learn qui doivent permettre justement de monter en compétences et d'apprendre de ces ou succès ou de ces échecs. Pardon. Ok. Alors du coup, on va prendre une dernière question devant Clément. Devant, il voulait poser... Moi j'ai une question surtout pour, je pense que c'est pour Olivier Grissel. Par rapport à la présentation qu'on a eue, j'ai toujours l'impression qu'à mis à part le côté technique de la donnée, de la stocker, etc., on reste quand même dans une logique assez traditionnelle où on pense en amont comment on va expliquer la donnée et ensuite on l'explique via les différentes variables et après on fait une prédiction classique en temps réel, très rapide, etc. Et à chaque fois qu'on parle de Big Data, on fait souvent référence au fait qu'on a un volume de données qui est très important, mais aussi qui est très large, donc beaucoup de variables très très différentes. Et on nous faisait un peu espérer qu'en gros, on allait avoir une sorte d'algorithme qui allait faire des croisements de données un peu n'importe comment, et qui allait nous permettre de ressortir des choses qu'on n'aurait pas forcément été chercher nous-mêmes, parce qu'on n'aurait pas pensé à faire ce genre de croisement entre données, mais la machine qui fait plein de tests, etc., permet de faire ressortir des corrélations qu'on n'a pas forcément vues, parce qu'elles ne sont pas forcément logiques. Et à chaque fois qu'on parlait de Big Data, moi j'entendais ça en fait. C'est-à-dire qu'en gros, que la machine allait pouvoir nous permettre de voir des choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil humain. Est-ce que ça c'est du fantasme ou ça existe vraiment ? Non, je pense que c'est réel. Les données ne sont pas forcément toujours très, très hétérogènes. Si on par exemple des applications Big Data pour la personnalisation de contenu, par exemple pour les films ou pour la musique sur Spotify, les radios automatiques, ce genre de choses-là, c'est en grande partie, quasiment exclusivement basé sur l'historique de quel utilisateur a écouté quelle musique de quel artiste dans le passé ou regardé quel film. Donc c'est relativement homogène, on va dire, si on a une base de films ou de chansons qui est toujours les mêmes, et la base d'utilisateurs qui a tendance à grossir aussi, mais on ne va pas essayer de la croiser avec des données extérieures. Par contre, un humain qui regarderait cette matrice d'utilisateurs et de films et qui essaierait de trouver la structure comme ça, le humain, pour savoir qu'il faut recommander tel morceau de tel artiste à telle personne, c'est juste pas possible. Enfin, personne n'est capable de le faire bien. Il faudrait labelliser tous les artistes en leur donnant ça c'est tel genre, c'est de la musique électronique, je sais pas quoi. Et c'est très dur à faire et personne ne le fait au fait. Donc il y a vraiment quelque chose qui existe dans les données, qui existe de manière latente dans les données, de manière implicite, que l'algorithme est capable de sortir. Je sais pas si vous écoutez les radios automatiques sur Spotify par exemple, ils trouvent des associations d'artistes qui vont très bien ensemble sur des artistes que je ne connaissais pas du tout avant. Et il n'y a personne qui est allé labelliser que ça va bien avec ça. Ça a été sorti de l'historique de tout ce qui s'est passé avant.
Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va donc clôturer la conférence. Ah pardon, une dernière question. Une dernière rapide, c'était pour avoir votre avis sur un sujet. On n'a pas trop parlé de la protection de la vie privée. Aujourd'hui, les lois sont complètement différentes entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce qui se passe en Europe en termes de lois, ça va freiner un peu la progression de la big data chez nous en fait, et tout va se développer ailleurs, beaucoup plus et beaucoup plus rapidement? C'est une très bonne question. Disons que nous, on part du principe qu'on travaille avec le consentement du consommateur, et c'est a priori ce que l'Europe, en fait, c'est le point de départ de la réglementation européenne. C'est un sujet qui est compliqué parce que les consommateurs sont ambivalents. D'un côté, il y a une espèce de peur du Big Brother qui sait tout ce que je fais, etc. Mais de l'autre côté, on est quand même bien content de ne pas avoir à retaper 15 fois son numéro de téléphone quand on appelle un central parce qu'on est reconnu. Donc il y a à la fois ce côté je sais, mais je peux aussi comprendre que ça peut me servir. Donc c'est difficile à envisager. Disons que c'est un peu le sens de l'histoire. J'ai du mal à voir comment on va pouvoir revenir en arrière à partir d'aujourd'hui sur un usage de l'information. Le point de départ, ça semble être le consentement du consommateur, et donc aux enseignes de se charger de récolter de façon précise et pertinente le consentement du consommateur. Ouais, je pense que dans ce domaine-là, il faut différencier plusieurs choses. La première chose, c'est, si moi je parle de la sécurité, là, pour le coup, on voit bien les nouvelles lois sur le renseignement qui sont en discussion aujourd'hui, etc. Les notions d'enquête et de droit individuel, de liberté individuelle, se sont toujours opposées traditionnellement en France, en particulier en Europe aussi. La tendance est quand même de laisser aux enquêteurs la possibilité d'enquêter de plus en plus, compte tenu des menaces qui sont à droite à gauche. Donc ça, c'est la vision publique des choses. Après, il y a la vision publique commerciale, on va dire, pour faire court, où là, effectivement, le point de vue de l'Europe et de la France, c'est le consentement du consommateur qui prévaut. La propriété des données, c'est vous qui l'avez, c'est pas l'agrégateur de ces données, et ça change tout par rapport à ce qu'on peut trouver par exemple aux États-Unis avec Google et d'autres qu'on connaît. Bon, tout ça est à moduler quand même d'un certain nombre de choses, parce que les premiers à dire je veux ma liberté individuelle, c'est aussi les premiers à publier dans Facebook à peu près toute leur vie quand ils vont faire pipi ou quand ils ont mal à la tête ou qu'ils mangent quelque chose. Donc là aussi il faut être très, très mesuré, j'allais dire, dans un sens comme dans un autre. Ce qui est certain, c'est qu'on est tous extrêmement prévisibles. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, notre liberté, tous les matins, vous vous levez à peu près à la même heure, vous faites à peu près le même trajet pour aller à peu près aux mêmes endroits. Et en ayant quelques données, je suis capable de faire un certain nombre de choses en matière de prédiction sur ce que vous allez acheter, ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez aller, etc., etc. Et que ça peut s'avérer dangereux, effectivement, en termes de liberté individuelle ou en termes même commercial, parce que ça veut dire qu'on va à un moment donné avoir une entreprise capable de créer le produit qui est parfaitement adapté à ce que vous souhaitez. Ce qui est bien et pas bien. Et c'est là où ce curseur doit être mis en place. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même les outils, il y a deux sortes d'outils. Il y a les outils one-to-one, donc qui servent à générer une offre personnalisée. Puis il y a des outils d'agrégation, c'est-à-dire à dégager des tendances globales pour prendre des décisions, piloter une entreprise. Ma Prévélation fait partie de cela. Par exemple, une carte, c'est quelque chose qui est agrégé, au final. Donc il n'y a aucune donnée individuelle qui apparaît, qui transparaît. Par contre, quand on est dans la recommandation individuelle de tel ou tel type de produit, là, on est plus dans le one-to-one, et là, il faut être sans doute un peu plus, précautionneux quant à l'emploi de la data, parce que ça pourrait avoir un certain nombre de problématiques. Je vous parlais tout à l'heure des objets connectés, toutes les données de santé qu'on va récolter grâce au brassard machin qui vous prendra le pouls, la température et tout le reste. Si c'était exploité par une entreprise d'assurance, par exemple, ça pourrait rapidement entraîner un certain nombre de dérives commerciales. Donc là, que le législateur s'en occupe, soit attentif à un certain nombre de choses et mette des garde-fous, ça me semble tout à fait souhaitable. C'est pas le cas chez les pays anglo-saxons, on est bien d'accord. Je suis pas certain que ce soit un modèle de société enviable.
Moi, je suis relativement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que ça a un impact, le fait qu'on sache que maintenant nos comportements sont tracés. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je tape une requête dans Google, je le fais plus comme je le faisais il y a 5 ans. Il y a certains mots-clés que je ne mets plus, parce que je sais que c'est plus neutre et que ça va être mémorisé et que Google s'en souviendra tout le temps. Et le problème, c'est qu'aussi, quand on dérive des corrélations par des comportements, des fois, il y a des erreurs parce que le capteur n'était pas suffisamment précis, parce que, je sais pas, moi, j'ai passé mon téléphone à quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose avec, et après, ça va rester dans mon historique. Et ça peut porter préjudice à long terme. Donc c'est quand même bien de se poser ces questions-là parce qu'elles ne sont pas neutres et je sens qu'elles ont un impact sur la manière dont on se comporte au quotidien parce qu'on sent qu'on est surveillé de manière un peu gentille ou passive, mais que ça va pas forcément rester comme ça. Donc c'est bien de se poser la question quand même. Ok. Donc merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Mais vraiment, merci pour vos interventions, pour avoir fait le déplacement donc de Angers, de Paris et je ne sais plus... De Rennes. En tout cas, c'était très intéressant et questions très intéressantes. Donc maintenant, nous allons passer au vote du Startup Contest. Merci. Désolée pour le temps. Juste avant de remettre le premier prix donc attribué par le jury aux pitchers qui ont le mieux évolué, je vais vous proposer donc à tous d'utiliser votre smartphone et puis d'exprimer votre voix afin de faire émerger en fait le coup de cœur du public. Pour ce faire, donc, on va utiliser un service d'une jeune start-up qui est rennaise qui s'appelle Eliga et qui propose un service qui s'appelle YouSlide. Et d'ailleurs, Estelle qui est là, en fait, me fait dire qu'elle recherche ardemment un stagiaire en communication et marketing. Donc, si jamais certains d'entre vous sont intéressés, voilà, Estelle pourra vous rencontrer. Elle est juste là. Alors, pour ce faire, en fait, vous allez pouvoir aller sur une URL qui est donc youslide.io. Et puis, avec un slash et un 172, vous devriez arriver donc sur une page. Allez, je prends la souris. Ouais, parce que là, il me faut que j'aille moi-même sur ça, en fait. Ok, donc vous êtes tous à peu près arrivés sur quelque chose comme ça. On est d'accord ? Donc moi je suis Dieu, c'est mon interface. Ce qui va se passer, pour qu'on évite un peu des biais liés au fait de voir le sondage, je vais laisser juste l'interface sondage pendant quelques secondes. Vous allez voir des histogrammes qui vont se mettre en place, puis je vais iconiser. Et puis ensuite j'arrêterai le sondage et puis on verra donc qui est ressorti. Voilà. Donc nous en sommes ici. Je lance le sondage. Et normalement, voilà, vous voyez, donc ça commence à partir, etc., etc. Hop là. Je vous laisse voter. Vous avez le droit qu'à une voix, hein. Si jamais le choix ne vous convient pas, vous pouvez annuler, et puis... Ça y est, tout le monde a voté? Non, c'est ça? Ça y est, vous n'avez pas de smartphone, vous n'avez pas de smartphone, vous avez perdu. Hein. On a dit qu'il y a Nokia 3210, ok, mais... Bon, on va dire que c'est ok. Quoi? Non. Ah, mais c'est pas croyable, ça. C'est bon? C'est pas bon. Il y a un parmi 6 choix, hein. C'est pas très complexe quand même. Hein. Vous hésitez, c'est ça? Vous vous rappelez des projets? Bon, ok, donc voilà, coup de cœur du public. Run Snoopy, 31%, Cascade, 22%, Blogs, 19%. Donc Run Snoopy remporte le coup de cœur du public. Bravo à eux. Je sais pas où ils sont là.
Et donc, je vais laisser peut-être Daniel nous dire qui est le gagnant pour le jury. Tu viens ? Donc félicitations à tout le monde d'abord parce qu'on a eu des super beaux pitchs, il y a eu du boulot. Donc après discussion alors sur d'autres critères et en fonction des résultats, nous on a choisi le projet La course à l'échalote là, qui Ils sont partis courir l'échalote. Mais par contre, on trouve que c'est bien de gagner une affiche. Voilà. Donc vous avez gagné le premier prix du Startup Contest du Web Weekend première édition et voilà, c'est dédicacé par Thierry Pénard, moi-même et puis D'accord. Donc merci au jury d'avoir voté pour nous. Et puis je crois que ça va nous encourager donc à continuer à travailler sur ce projet dans les semaines et les mois qui viennent. Merci. On va juste clôturer là. Ouais. Est-ce que la promo 10 peut venir nous retrouver sur l'estrade ? Quoi ? Bon, c'est pas grave. Au moins ceux qui... Une partie de la promo 10. Voilà, donc toute cette journée en fait a pu être organisée, mise en place grâce à ces jeunes et brillants apprentis écotiques qui vont tous partir en stage, mais je crois qu'on peut les applaudir très fort en fait parce qu'ils ont fait un super travail. Et puis, je sais pas, on espère. Moi, je voulais aussi remercier l'Université de Rennes qui a aussi nous a aidé dans l'organisation de ce Web Weekend. Hein. Je pense qu'on a eu une aide à la fois logistique et puis donc merci à l'Université de Rennes, merci à la Fondation de Rennes, même si Sophie n'est plus là, mais la Fondation de Rennes a aussi été un partenaire actif. Je ne sais pas si vous voulez aussi remercier d'autres partenaires. Alors on tenait à remercier plusieurs personnes, toute l'équipe qui a bien bossé, les intervenants qui sont venus et vraiment c'était super et merci d'avoir joué le jeu et voilà, je pense que ça a plu à tout le monde. Les stands en bas aussi qui ont permis d'exposer des trucs intéressants et je pense qu'eux aussi sont contents d'être venus, donc ça c'est super. On tenait à remercier Monsieur Cubelier qui nous a bien aidé à comprendre un peu les rouages de l'administration de la fac, un grand défi intellectuel. Et Damien ? Juste remercier également PA qui est venu spécialement pour l'orga et également Mylan qui a fait l'affiche et tout le design autour notre identité un peu visuelle de l'événement, donc on tenait à le remercier aussi. Et je pense que c'est tout, on a fait le tour un peu des remerciements. Et on tenait aussi à remercier Monsieur Pénard et Monsieur Sueur aussi pour leur aide quand même. Ça c'est parce qu'ils n'ont pas encore leur diplôme là, donc c'est pas complètement gratuit là.